Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Eshan, je suis principal product manager chez Eurecia, je travaille chez Eurecia depuis 2 ans maintenant. Voilà, je suis en charge des sujets plateforme et j'ai récupéré aussi le Product Ops récemment. Alors, de quoi je vais vous parler? On est bien là. Je vais vous parler de comment est-ce que nous, chez Eurecia, on gère nos insights produits grâce à Notion. Et avant ça, je vais vous donner un peu de contexte sur Eurecia, la société, comment on utilise Notion chez Eurecia aujourd'hui, puis après on rentrera dans le détail du problème, de la solution qu'on a mis en place, de l'impact que ça a aujourd'hui au niveau de notre équipe produit, et avec quelques closing remarks. Alors, Eurecia, alors déjà on a un très beau campus, voilà. On est situé dans le sud-ouest de la France, juste à côté de Toulouse, d'où le 31, voilà. Aujourd'hui, on est une boîte de plus de 200 personnes. On travaille sur des sujets de performance, d'expérience au sein des TPE-PME. On a un scope fonctionnel relativement étendu qui adresse des grands besoins et ça se traduit par des fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Ça peut être la gestion des congés, ça peut être la gestion des temps, les notes de frais, les compétences, les entretiens, mais aussi l'engagement des collaborateurs. Et aujourd'hui, on a plus de 350 000 utilisateurs, comme je disais, principalement dans des TPE-PME. En France. Alors, pour Notion, Notion, on l'utilise depuis plus de 2 ans, donc c'était déjà en place quand je suis arrivé. C'est utilisé chez Eurecia principalement côté Product and Tech, mais petit à petit, comme dans d'autres sociétés, ça fait son chemin. On a d'autres équipes qui s'y mettent. Récemment, on a eu l'équipe com qui nous a dit hey, regardez, on fait ça ». Et puis, à ma grande surprise, là, vendredi dernier, j'ai appris qu'on avait notre équipe Revenu Ops qui s'y était mis. Donc là, je suis ravi, parce qu'une autre équipe Ops qui met les mains dedans, c'est toujours une victoire. Et pour le coup, côté Product and Tech, on l'utilise principalement Notion pour des questions de knowledge management. Alors après, on a aussi des usages un peu plus spécifiques. Pour gérer nos process, par exemple, aujourd'hui, on utilise des wikis qui nous permet de tracer, d'historiser nos process et de les donner plus rapidement lors d'onboarding des nouveaux collaborateurs. Et on fait aussi un élément qui a déjà été présenté aujourd'hui, mais c'est la construction de nos roadmaps. On construit nos roadmaps, on les partage, on les communique, tout à travers de Notion. Et si on revient un petit peu sur nos usages côté team produit, en gros, aujourd'hui, on en a 3 grands qui sont représentés par ces 3 bases de données. Je vais m'écarter parce que je suis un peu devant. On a une première base de données qui va rejoindre un peu ce que fait Padoa sur une base de données feature qui nous permet de suivre le cycle de vie de nos features, de A à Z, de la discovery jusqu'au suivi post-MEP. Ensuite, on a un élément qui est inspiré d'un élément tech qui s'appelle les architectures Decision Records. Chez nous, on a décidé d'appeler ça Product Decision Records. C'est un élément qui a mi-chemin entre la communication et le knowledge management, puisque cette base de données, elle nous permet de discuter de toutes les décisions produits importantes que l'on doit prendre. Alors, vous avez vu à la slide d'avant, Eurecia a 18 ans. Des décisions produits, il y a dû en avoir un paquet. Mais grâce à ça, l'idée, c'est de pouvoir les historiser et aussi discuter et comprendre et donner de la matière pour les gens qui arriveront après nous. Pourquoi est-ce que telle décision a été prise? Et pourquoi est-ce qu'éventuellement, on va peut-être revenir en arrière ou pas? Et enfin, on a notre DB d'Insight dont on va parler un peu plus longuement. Alors, tenez bien, avant d'arriver à une base de données qui fonctionne et tout, on a quand même rencontré un problème. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un volume important d'insights qui arrive de plein de sources différentes en même temps? Alors quand je dis plein de sources, c'est vraiment plein de sources. On a de la chance sur Eurecia, on peut faire du dogfooding. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est utiliser son propre produit. Donc ça veut dire qu'au quotidien, on a notre équipe RH qui va utiliser notre outil, et c'est leur outil principal de travail. Moi, je vais l'utiliser aussi pour poser mes congés, faire mes entretiens, et ainsi de suite. Mais comme toute équipe produit qui se respecte, on fait de la discovery. Donc on va aller parler avec les utilisateurs. Mais on n'est pas tout seul à parler avec les utilisateurs. On a des équipes sales, on a des équipes qui sont en front client au customer service. Et toutes ces équipes-là, au final, mis bout à bout, on se retrouve avec 200 collabs qui sont engagés dans la solution, qui veulent participer à la construction de la solution, qui vont nous amener de l'information. Sauf que nous, en face, on va recevoir cette information de plein de canaux différents. Et quand je dis plein de canaux différents, c'est vraiment plein de canaux différents. Ça peut être par des mails, ça peut être par Teams. Et quand je dis Teams, c'est canal de communication, conversation privée. On peut en avoir aussi à travers des tickets Zendesk. Là, ça commence à se compliquer. On peut en avoir par des notes HubSpot. Donc, on en rajoute une couche. Et alors, encore plus simple, et qui paraît évident, en fait, vous croisez un collègue le matin au café qui dit hey, tu sais pas, j'ai entendu parler de ça parce que j'ai eu un client qui m'a dit machin. Et là, un insight en plus. Et alors là, celui-là en plus, vous n'avez même pas de trace écrite, donc bon courage.
Donc au final, on se retrouve avec des gens qui sont super engagés, qui ont envie de faire avancer les choses, mais un énorme sac de nœuds côté produit qu'on doit démêler et c'est pas visible. C'est pour nous, parce qu'on a ce gros sac de nœuds, on ne sait pas comment regrouper, savoir si on a toute l'info, c'est difficile de prioriser. Et c'est aussi difficile pour nos rapporteurs et nos parties prenantes, parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, comment est-ce qu'on utilise leurs insights, comment est-ce qu'on utilise ce qui nous amène. Et bah, ça crée de la frustration forcément. Alors, étant donné que c'est un sujet qu'on a traité côté produit, on a décidé de le traiter comme on l'aurait fait pour une feature, et en l'occurrence un funnel chez nous, en le divisant en 3 étapes. Du coup, ce gros sac de nœuds, on s'est dit on va l'attaquer avec 3 grandes actions. Une première action qui est la collecte, une deuxième qui est le traitement, et une troisième qui est la communication. La collecte, pourquoi? Ça va être comment est-ce qu'on récupère tous ces insights, comment est-ce qu'on les met à un endroit où c'est pertinent, où on peut travailler. Le traitement, c'est un peu d'opérationnel et un peu de notion du coup, sur comment est-ce qu'on traite de manière consistante à travers toutes les équipes, toutes les feature teams, les insights qu'on reçoit. Et la communication, comment est-ce qu'on donne à nos rapporteurs de l'info, de la visibilité, et comment est-ce qu'on les rend encore un peu plus acteurs de ce process. Et là, on rentre dans la solution tout de suite parce que c'est ce qui est intéressant, la collecte. On s'est dit, ok, notre enjeu ici, on a cet énorme sac de nœuds, on veut réduire au maximum le nombre de points d'entrée. On va mettre un formulaire unique, une base de données de notions unique pour centraliser nos insights. Bon, on relie ça avec une automatisation et ça va fonctionner. Bon, alors, spoiler, ça n'a pas fonctionné aussi bien que prévu. Comme vous en doutez, c'est toujours bien, on est toujours motivé quand on veut mettre des trucs uniques, machin, une seule porte d'entrée, ça va être trop bien. Jusqu'au moment où vous avez des gens qui viennent nous dire ton formulaire il est super, mais je ne vais pas l'utiliser parce que ça me fait faire de la double saisie. Alors là, on a un peu le bec dans l'eau. Du coup, on a fait un petit peu marche arrière. On s'est dit, bon, ok, je comprends le besoin, je comprends le problème. On ne veut pas créer un point de friction alors même qu'on démarre le process. On ne veut pas bloquer les gens, on veut qu'on ait des insights qui rentrent. Du coup, on a changé notre fusil d'épaule, on dit, ok, on va garder le point de centralisation unique, mais on va rajouter un autre point d'entrée. Et du coup, on a toujours l'automatisation qui fait le taf, mais cette fois-ci, on a Zendesk au milieu, en plus de notre formulaire, qui continue à tourner, qui tourne bien. On a rajouté Zendesk pour permettre justement à nos équipes qui sont au service client, qui traitent énormément de tickets, des demandes de questions, machin, de ne pas avoir à switcher en permanence. Et du coup, c'est beaucoup plus apprécié. Donc avec ça, on peut mettre notre petit tampon OK, c'est bon sur la partie collecte. On a quelque chose de robuste, on a des insights qui rentrent, qui arrivent dans cette base de données centralisée. Et à partir de là, on peut s'attaquer à la seconde partie, qui est le traitement. Alors là, c'est un peu plus dense. Je suis toujours devant les bases de données, c'est super. Tout à gauche, on retrouve du coup notre base de données qui correspond à nos insights bruts. Donc c'est là où on reçoit tous nos insights, donc à travers le formulaire et Zendesk. Ensuite, toutes les semaines, chaque feature team va se réunir en fonction de son agenda et regarder dans cette base de données qui est tout à gauche, ok, c'est quoi les insights qui concernent notre équipe aujourd'hui, c'est quoi nos sujets, nos features qu'on a en ownership. Et pour ces insights, pour les traiter, on a un arbre de décision commun. Et toutes les feature teams ont le même arbre de décision qui nous permet de dispatcher les insights dans 4 backlogs. Ces 4 backlogs, c'est backlog new feature, quelque chose qu'on n'a pas encore chez Eurecia, un backlog évolution, qui est une évolution qui nous intéresse parce qu'elle touche beaucoup de nos clients, beaucoup de nos utilisateurs, mais qui est conséquente en termes de coûts. Un backlog quick win sur lequel là on amène de la valeur rapidement, on est confiant. Et un backlog discovery qui est quelque chose qui va comprendre les éléments dont on pense qu'on ne va pas s'en servir tout de suite, mais qui ont de la valeur quand même. Et il faut les utiliser, il faut les garder parce que ça nous permet de faire du regroupement. Et du coup, l'équipe va faire un dispatch comme ça. Donc là, on va mettre un statut, comme vous pouvez le voir, évolution, quick win, etc. Ça va être dispatché et on a pris cette approche parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne traitait pas du tout de la même façon un quick win et une évolution, par exemple. Un quick win, on va avoir une logique qui est first in, first out. Plus vite ça rentre et plus vite ça sort, mieux c'est. Parce qu'on est confiant qu'on amène de la valeur à nos clients, à nos utilisateurs. On est confiant qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça, et très rapidement, et que ça ne va pas nous coûter trop cher. À côté de ça, on va avoir des évolutions, des new features, où là, malheureusement, on a un plan de charge qui est peut-être un peu plus élevé, il y a peut-être un peu plus de travail à fournir, et il va falloir prioriser, il y a peut-être besoin de faire de la discovery aussi. Donc on n'a pas besoin des mêmes éléments, des mêmes propriétés dans la base de données. Alors là, ça se voit
un tout petit peu, on utilise une méthode RISE pour prioriser, avec une formule qui nous donne un score à la fin. Et je confirme ce qu'a dit Vince en intro, écrivez l'histoire, ça marche bien. Et du coup, on n'a pas ce RISE pour les quick wins, parce que le quick win, on est en mode first in, first out. Donc vraiment, c'est important pour nous de séparer ça. Et ce dispatch, il se fait grâce à l'automatisation. Et ça nous permet aussi, je le disais un petit peu avant, on avait du mal à regrouper. Ben là, on peut facilement regrouper en faisant des sous-pages. En fait, on met des sous-pages. On a un nouvel insight qui rentre. C'est le même qu'un autre qu'on a déjà rentré, puisque de toute façon, il prend le même chemin que dans l'arbre de décision. On regroupe. Et du coup, ça nous permet d'ajuster la priorisation de manière dynamique au fur et à mesure. Et je parlais d'automatisation, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ça convient que je vous en parle un petit peu plus en détail. On en a une, c'est l'automatisation principale de notre système, au-delà de son nom de code qui est marrant, et qui est très approprié puisqu'elle fait du dispatch. En fait, cette automatisation, elle nous amène beaucoup de choses. Elle nous amène à la fois du dispatch, où elle va prendre en fait la page avec toutes ses propriétés, et quand on va lui donner un statut à cette page dans la DB feature, elle va prendre les propriétés et le corps de la page et les déplacer dans une autre base de données, donc dans le backlog correspondant. Et elle intervient aussi dans la deuxième moitié, dans le dernier sujet de notre fenêtre, qui est la communication. Parce qu'à partir d'elle, en fait, on va commencer à faire remonter de l'info à nos rapporteurs d'Insight. On va commencer à leur dire « Hey, ton dispatch, je l'ai envoyé dans le backlog l'évolution » ou je l'ai envoyé dans le backlog quick win ». Et bon, après, voilà, c'est du détail, mais c'est quand même pratique. On est bien content aussi quand elle nous notifie que ça a planté. Parce que quand il faut rejouer des insights à la main, on grince un peu des dents, mais si on ne sait pas, des fois, on a des trucs qui flottent pendant quelques semaines. Donc c'est pratique. Avec ça, pareil, là, on vient mettre notre tampon check sur la partie traitement. Et on peut s'attaquer à la dernière partie, qui est la communication. Sur la communication, on va prendre un chemin inverse de ce qu'on a fait sur la collecte, et on va partir de notions et aller envoyer de l'information à nos rapporteurs là où ils se trouvent. Alors, en l'occurrence, chez nous, on fait ça via Zendesk et via Teams. Pourquoi Zendesk, parce que c'est l'outil du service client et on veut les tenir à jour de ce qui se passe sur les insights qui nous ont remontés, directement au même endroit. Donc ils ont un suivi très régulier, ils sont très contents de ça. Et dans Teams, parce que quand on travaille sur des cas de prospects notamment, sur des insights liés à des prospects, on n'a pas forcément de ticket service client associé ou de deal HubSpot et ainsi de suite. Donc ça permet de notifier la personne directement et c'est apprécié parce qu'ils ont une petite notification qui a leur nom, qui leur dit « Ah, ton insight a été bien traité, machin ». Alors là, je ne l'ai pas en photo, mais des fois, il y en a qui nous mettent des reacts en emoji avec des cœurs, des flammes, qui nous remettent des commentaires par-dessus. Donc notre équipe RH est très friande de ça. Donc ça fait plaisir. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a insisté pour le faire un petit peu auprès de tout le monde, qui n'était pas forcément très embarqué au début et qui au final l'est maintenant. Parce qu'on est convaincu que en fait, avoir une communication vertueuse et cyclique sur les insights, ça permet non seulement d'être transparent, mais aussi d'améliorer la qualité des échanges derrière. Aujourd'hui, voilà, les rapporteurs d'Insight, chez nous, ils ont accès à absolument tout. Quand je dis transparent, c'est vraiment transparent. Ils ont accès à l'arbre de décision, ils ont accès aux insights qui rapportent, forcément. Ils ont accès à la communication, à la base de données Notion où il y a les insights. Et ils vont avoir accès, forcément, au suivi. Ce qui fait qu'ils sont en capacité de venir nous poser des questions et nous dire « Bon, Eshan, je ne comprends pas pourquoi tu as classé ça dans Evolution et pas dans Quick Win. » Alors, spoiler, pareil, hein, c'est pas moi qui classe les choses, c'est les développeurs sur ces sujets-là, c'est eux qui arbitrent. Il y a un cut-off sur le nombre de jours de dev, voilà. Mais ils sont en capacité de venir nous poser ces questions, et comme on a la même base de communication, on a les mêmes éléments de langage, on est en capacité de leur répondre et d'être compris. Alors, ça fait pas « Ah, le produit, c'est une giga boîte noire, on ne sait pas de quoi il nous parle, il nous impose des trucs, et ça peut arriver, ça nous était arrivé avant plusieurs fois. » Et là, en faisant ça, on a une communication qui est vachement plus franche et vachement plus claire. Et il y a un autre enjeu derrière cette communication, c'est que, je le disais tout à l'heure, on a décidé de traiter le problème comme on traite un produit. Et quand on fait du produit, on a certains trucs qu'on traque, notamment la rétention et la recommandation. Et du coup, on veut à travers engager ce cercle vertueux pour créer de la rétention chez nos rapporteurs d'insights. On veut qu'ils continuent à nous remettre des insights régulièrement, ceux qui ont commencé.
Et je parle de recommandations, pourquoi? Parce qu'on a des gens qui arrivent dans les équipes et on a aussi des gens dans les équipes qui ne nous font pas encore d'insight. Et on veut du coup que ces champions en devenir potentiels commencent à aller dire à leurs équipes regarde, j'ai fait un insight, ça a été traité, c'est trop bien, j'ai closé 2 deals derrière parce que l'insight a été pris en compte, on a le quick win, machin. Super. Et on veut ça. On veut ce cercle vertueux et on est convaincu que c'est la bonne façon de faire et de communiquer. Et qu'en plus de ça, là, on peut en attester maintenant, ça, on a un petit peu de recul, ça améliore la qualité du dialogue. C'est cool, ça. Surtout quand on sait que, généralement, Product and Sales, ça se passe pas forcément toujours très bien, voilà. Vous allez voir, c'est encore plus intéressant juste après. Et donc voilà, super, j'ai mis mon petit tampon sur communiquer, c'est cool, on a tout validé, on a traité notre sujet. Et là, aujourd'hui, ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui tourne chez nous, ça fonctionne. Mais il y a un truc qui est super important à faire quand on fait du produit, c'est de mesurer l'impact. Et comment on fait? On mesure et on s'améliore. Et on était super contents parce qu'au moment où on a lancé le truc, les charts sont sortis. Donc on s'est précipité dessus, on a fait allez, let's go, on va tout suivre depuis Notion. Et du coup, on a un pilotage de nos insights avec des charts. Alors concrètement, pour rentrer dans les détails un peu plus chiffrés au niveau des insights, le mois dernier, on a reçu 60 insights des équipes, sachant qu'on n'avait pas encore rollout toutes les équipes, vu qu'on fait un rollout progressif, comme c'est plus simple en fait de les accompagner, de les remettre le pied à l'étrier en faisant ça. 60 insights sur le mois dernier, on a un nombre d'insights qui est croissant de mois en mois depuis le lancement. Alors bien évidemment en août, si je vous montrais la courbe, il y avait un creux parce qu'on est en France, voilà. Et le mois d'août c'est les vacances, c'est normal. Mais les équipes sont super engagées dans le process et se prennent au jeu. Je le disais tout à l'heure aussi, on fait du dogfooding, on a une équipe RH, c'est son outil au quotidien. Et aujourd'hui, notre équipe RH nous a fait presque une quinzaine d'insights. Certains qui se sont transformés en quick win, qu'on a envoyé en prod déjà. En l'occurrence, il y en a 3 de mémoire. Donc ils en sont très contents. On a un super retour là-dessus. Et là où c'est encore plus intéressant, je vous disais que le produit et sales, des fois, ça ne se passe pas toujours bien. L'équipe qui nous a fait le plus d'insight aujourd'hui, c'est nos accounts exécutifs. Ouais, ils se sont pris au jeu, ils ont fait « Ok, vous nous écoutez, très bien, on va jouer le jeu ». Ils nous ont mis presque 90. Donc vraiment, là, la barre verte, c'est eux. Après, il y a les autres équipes qui ont essayé de suivre. Ils ne sont pas encore rattrapés. Et du coup, c'est super parce qu'eux, ils se sentent écoutés, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Et on a un super dialogue avec eux en ce moment et donc tout le monde est content. Au-delà de ça, ce suivi des insights, il nous apprend aussi des choses parce qu'il nous permet de mieux prioriser parce qu'on va avoir des tendances. On va voir, nous on a plein de modules chez Eurecia, on a plein de modules liés aux ressources humaines et on va avoir des insights qui vont arriver sur tel ou tel module, pardon. Et ça va nous donner des tendances, ça va peut-être nous aider justement à appuyer un peu plus sur certains modules, dire bon là il faut peut-être qu'on fasse un peu plus de discovery parce qu'on a beaucoup d'insights qui sont rentrés. Donc voilà, c'est super intéressant et globalement on est plus serein pour préparer nos futurs roadmaps, préparer nos sprints, faire rentrer des quick wins dedans. Et on a quand même appris des choses en faisant ça. Et j'ai repris du coup notre funnel et je vais commencer par la partie collecte. Alors comme je le disais, plusieurs points d'entrée de stockage et plusieurs points d'entrée pour un espace de stockage unique des insights bruts, c'est la solution qu'on a pris. C'est super séduisant de se dire ouais, je vais prendre un point d'entrée unique, ça va bien se passer. La réalité, c'est que potentiellement, ça va pas bien se passer, voire très certainement pas bien se passer, et que selon qui vous avez en face, vous pouvez vous faire envoyer paître assez violemment. Ce n'était pas le cas chez nous, et on a réussi à ajuster très rapidement. Du coup, on est convaincu que l'espace de stockage unique, en l'occurrence une base de données Notion, c'est super approprié. Par contre, il faut prévoir autant de points d'entrée qu'il y a de gens, d'équipes. Et là où il y a leur environnement de travail, c'est souvent probablement la meilleure source où on peut aller récupérer l'information. Sur le traitement, alors là, pour le coup, je vais parler d'un apprentissage un peu plus opérationnel. Je disais que les feature teams se regroupaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye d'impliquer, côté produit, toute la feature team. C'est-à-dire développeur, QA, product designer. On ne veut pas juste, nous, dans notre coin, avec le team lead, faire notre magie noire. Là, l'idée, c'est de se dire tout le monde est impliqué et c'est bien reçu aussi par les développeurs, ce qui fait que ils ont les infos en amont, ils participent à la prise de décision sur les insights, donc ils se sentent impliqués et quand on décide de se lancer dans une évolution, dans un quick win, ils ont déjà le contexte, ils savent pourquoi on y va et on avance de manière vachement plus sereine. Et enfin, sur la communication, ça reprend un peu ce que je disais ici, il faut aller chercher les gens dans leur environnement de travail.
ça sert à rien d'essayer de les forcer à rentrer dans une ligne en particulier, parce que ça fonctionne pas toujours. Et donc là, ce qu'on a appris, c'est que voilà, globalement, si on communique avec nos rapporteurs directement dans leur environnement de travail, pour eux, c'est encore plus simple de communiquer avec nos clients et nos prospects derrière. Et ce qu'on aimerait, je vais terminer là-dessus, ce qu'on aimerait pouvoir à terme faire, c'est combiner l'écran que vous avez vu avant avec les slides, avec les charts, pardon, et cet apprentissage sur la communication pour réussir à dégager un ROI financier clair de tels des insights que vous avez fait rentrer. Vous nous les avez envoyés côté produit, on a développé telle fonctionnalité, et derrière on a closé 15-20 deals, voire plus, j'aimerais plus. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Je laisse